la une de l'actualité ce soir, l'hommage du président du Faso à Salif Diallo. Roch-Marc Christian Kaboré dans le livre de condoléances ouvert à l'Assemblée nationale, tout en reconnaissant que la mort de Salif Diallo est une lourde perte pour le pays. Le président du Faso a tenu à magnifier l'action de Salif Diallo tout au long de sa vie politique. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, l'hommage de la nation à Yassia Sawadgo, le gendarme grièvement blessé dans l'intervention des forces de défense et de sécurité lors des attaques terroristes du 13 août et qui a succombé ce 19 août. Dans les témoignages, on retiendra que le sous-officier a laissé sa vie afin que d'autres puissent en jouir. Témoignages et émotions à suivre dans cette édition. Dans cette édition également, dans la province des Banwa, la situation de la campagne agricole est loin d'être inquiétante. C'est plutôt la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs qui angoisse. Malgré les sensibilisations menées en collaboration avec les différentes collectivités locales et les comités villageois, des conflits sont récurrents dans cette localité au risque de compromettre la quiétude des communautés et les principales causes sont entre autres les dégâts dans les champs causés par les animaux. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso, ce matin à l'Assemblée nationale, Roch-Marc Christian Kaboré, est allé signer le livre de condoléances ouvert à la suite du décès de Salif Diallo, le président de l'institution parlementaire. Pour le chef de l'État burkinabé, c'est l'occasion de réitérer ses sincères condoléances à la famille du disparu, mais aussi à la nation tout entière, tout en reconnaissant que la mort de Salif Diallo est une lourde perte pour le Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a tenu à magnifier l'action du disparu tout au long de sa vie politique. Nyarkiteda. Roch-Marc Christian Kaboré est à l'Assemblée nationale ce matin pour saluer la mémoire de Salifou Diallo, décédé samedi dernier à Paris en France. Combattant pour la liberté, la démocratie, la justice sociale et le progrès selon les témoignages, en tout cas, son décès est qualifié de disparition brutale et une lourde perte pour la nation par le président du Faso en apposant sa signature dans le livre de condoléances. Plus de 30 ans de vie politique que nous avons eu à mener ensemble, il était tout à fait normal que nous puissions reconnaître en cette personnalité un certain nombre de qualités qui sont son patriotisme, qui sont également que c'est un homme de conviction et de combat. Et le combat va se poursuivre pour préserver son idéal qui doit servir de boussole pour les actions futures selon les propos du président du Faso. L'homme propose et Dieu dispose. Il est clair que Salif Diallo nous a quittés le 19 au matin, mais nous devons continuer le combat pour la consolidation de la démocratie, le combat pour le développement économique et social de notre pays, le combat pour la justice. Parce que vous savez, c'est un combat de longue haleine. Au cours du combat, il y en a qui tombent, il y en a d'autres qui se relèvent et qui continuent la lutte. C'est pour cela que nous devons dire que la lutte doit se poursuivre. Nous devons continuer le combat pour le développement de notre pays. Ce fut une occasion pour le chef de l'État de présenter les condoléances à sa famille, à son parti et à l'ensemble des parlementaires. À la suite du président du Faso, les membres du gouvernement et les présidents d'institutions ont également signé dans le livre de condoléances ouvert à l'Assemblée nationale depuis ce lundi matin. Les condoléances affluent de partout pour saluer la mémoire de Salif Diallo. Le ministre ghanéen de la Sécurité était cet après-midi à Kosiam pour témoigner donc de la solidarité de son pays au Burkina Faso. Le président aussi du Faso a reçu la Fédération des missions évangéliques. Lambert Souma. Le Ghana est solidaire du Burkina après les récents événements qui ont touché le pays. Albert Kandapa, ministre ghanéen de la Sécurité, est venu le dire au président du Faso. Nous sommes là pour présenter nos condoléances donc, au président du Faso et au peuple du Burkina Faso pour l'attaque qui a eu lieu le 13 ici au Burkina Faso. Nos prières aussi vont donc à la famille de notre frère et notre regretté, le président de l'Assemblée nationale.
Les attaques du 13 août dernier et la disparition du président de l'Assemblée nationale étaient aussi au menu des échanges entre la Fédération des églises et missions évangéliques FEME et le président du Faso. Mais il était surtout question pour la FEME de présenter son nouveau bureau. Nous sommes venus présenter le nouveau bureau de la Fédération des églises et missions évangéliques à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Maintenant, c'est le pasteur Yé Henri qui prend ma place. Donc, il convient que nous venions aussi présenter aux premières autorités notre nouveau bureau et demander aussi leur soutien et leur bénédiction. La nouvelle équipe de la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina place son mandat sous les signes de la prière et de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Dans l'actualité ce soir, le gendarme grièvement blessé dans l'intervention des forces de défense et de sécurité lors des attaques terroristes du 13 août dernier et qui a succombé à ses blessures le 19 août vient d'être inhumé ce lundi à Ouagadougou. C'est un hommage national qui lui a été rendu à l'occasion. Dans tous les témoignages, on retiendra que le sous-officier Yassia Sawadgo a laissé sa vie afin que d'autres puissent en jouir. Gérard Sommet, Aruna Maré. La sonnerie aux morts retentit au cimetière municipal de Gunguin. C'est un hommage au maréchal des logis Yassia Sawadogo qui a succombé de ses blessures lors de l'attaque du café Istanbul. Une disparition qui afflige famille, frères d'armes et anonymes. Sous une pluie battante, tous ont tenu à venir prier pour le repos de l'âme du soldat tombé au champ d'honneur. Nous devons être fiers de ce jeune qui est mort pour la patrie, qui avait son sang pour la patrie. Nous devons également apprendre à avoir pour ces hommes qui mettent leur vie en danger constamment pour notre vie et notre sécurité, un peu plus de respect et un peu plus d'honneur. D'abord, c'est un message de condoléances à toutes nos forces de défense et de sécurité, particulièrement à l'unité spéciale. Il a été mis à l'épreuve et on a aussi su les résultats. C'est des unités où le risque est permanent. Et comme hier, il n'y a pas de risque zéro. Mais je vous rassure que c'est une unité qui est très bien entraînée, très bien formée, très audacieuse et je suis fier. Le gendarme qui repose désormais au cimetière de Gunguin a incorporé les forces armées nationales le 7 novembre 2010. Ses supérieurs gardent de l'homme l'image du soldat accompli à la bravoure exceptionnelle. Pour service rendu à la nation, il a été fait chevalier de l'ordre du mérite à titre posthume. Il a tombé les armes pour la cause du pays. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il a défendu sa patrie. Donc, pour nous, famille, malgré la tristesse, nous ne pouvons que réjouir qu'un de nos fils défende son pays jusqu'à la mort. Âgé de 30 ans, le MDL Yassia Sawadogo faisait partie de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie qui s'était déployée lors de l'assaut donné au café Istanbul le 13 août dernier. L'attaque du café Istanbul a fait au total 19 victimes. Autre actualité dans ce journal, comme a témoigné de la traite des personnes humaines et des pratiques associées, l'Organisation internationale pour les migrations vient d'achever un atelier à Ouagadougou sur le sujet. Il s'agissait d'informer, mais aussi de former sur l'identification des victimes et améliorer ainsi la collecte des données. Explication, Moumouni Soubega. Des acteurs du milieu associatif renforcent leur capacité en matière de collecte de données liées à la protection des victimes de la traite des personnes. Au cours de cette formation, ils ont été initiés à l'utilisation d'un logiciel de collecte de données. L'atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre la traite des êtres humains au Burkina. L'objectif visé à travers cette formation est de renforcer, d'outiller les participants, notamment les associations venues des régions, avec l'outil téléphonique qui a été conçu par un consultant que nous avons commandité,
afin que ces associations outillées puissent repartir sur le terrain et collecter des informations liées à cette problématique et pouvoir alimenter une base de données au niveau national. La traite des personnes, problème mondial qui affecte la vie des millions de personnes à plusieurs variantes, dont les plus connues sont le travail forcé, le prosélytisme et la mendicité forcée. Pour les participants, cet atelier est un acte à saluer car cela leur permet d'être mieux outillés pour faire face à ces fléaux. Tout à l'heure, nous a été beaucoup bénéfique puisqu'on a appris beaucoup de choses. Avant, on était obligé d'envoyer écrit sur le papier, envoyer jusqu'à Bobo Ouara. Maintenant, avec la formation des outils de travail qu'on nous a donné, des téléphones, en cas de problème seulement, bon, le téléphone nous permet directement d'envoyer les données directement. Les participants reçoivent à l'issue de l'atelier des kits contenant chacun un smartphone, une clé USB et une attestation. Ces kits visent à permettre aux bénéficiaires des régions de l'Est, de la boucle du Mouhoun, du sud-ouest, des cascades et des hauts-bassins de réaliser leurs projets. Qu'on soit victime de traite des êtres humains ou non, on est tous exposés au paludisme, le premier motif de consultation dans les formations sanitaires au Burkina. L'USAID et l'ONG JPIEGO souhaitent ainsi aider le programme national de lutte contre le paludisme à mettre en œuvre un programme cohérent de lutte contre la maladie. Ce matin, ils ont réuni les experts du Burkina pour un partage de bonnes pratiques, mais aussi des expériences en la matière. Le point est avec Jean Zongo et Maïmouna Traoré. Malgré les stratégies développées depuis des années, le paludisme reste un problème prioritaire de santé au Burkina Faso. En 2016, environ 9 800 000 cas de paludisme ont été enregistrés, dont plus de 4 400 décès. Cette rencontre entre les acteurs de la lutte contre le paludisme a pour objectif d'apporter des améliorations au programme national de lutte contre le paludisme à travers la documentation et le partage des meilleures pratiques et expériences. Certains districts excellent dans certains domaines, que ce soit en lien avec la prise en charge ou avec la prévention. Et donc cet atelier vient pour montrer un peu ces résultats et pousser les autres districts et les autres régions à mettre en place ces initiatives-là afin que nous puissions cheminer vers l'élimination du paludisme. Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Accélérer la lutte contre le paludisme, appelé ici à présenter aux participants les résultats de ces activités. Nous avons aidé à mener des recherches opérationnelles dans divers domaines de santé. Il y a des supervisions qui se mènent. Nous avons soutenu le programme national de lutte contre le paludisme pour mener une expérimentation pour la prise en charge du paludisme au niveau communautaire. Il y a aussi des actions de communication, beaucoup de communication, de messages qui passent sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés, sur la nécessité d'aller et prendre le traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes. Pour une lutte efficace contre le paludisme, les différents acteurs de la pyramide sanitaire sont invités à développer des approches nouvelles, actives et efficaces permettant d'améliorer rapidement les performances. À Bobo-Dioulasso, la commission ad hoc pour l'appurement du passif sur le foncier urbain et périurbain au Burkina rencontre ses équipes sur place. Des équipes chargées d'enregistrer les plaintes des citoyens. De quoi a-t-il été question? Moumouni Baro sur place nous en dit un peu plus. Monsieur Adama Ili habite la zone non lotie du quartier Belleville de Bobo-Dioulasso depuis plus d'une décennie. Sa concession est recensée par la commission de lotissement de ce quartier depuis 2007, mais à sa grande surprise, il n'a pas été attributaire de parcelles par la suite. Aujourd'hui, l'homme a l'opportunité, tout comme des milliers d'autres victimes, d'adresser une plainte à la commission ad hoc d'appurement du passif pour le foncier. Il y a des gens qui ne résident même pas là-bas et qui n'ont même une seule brique là-bas, mais dont les noms sont sortis sur la liste. Et maintenant, ceux qui sont là-bas depuis des années, qui ont chassé des serpents là-bas, qui ont feinté les scorpions là-bas, et ces gens-là se sont retrouvés sans rien. Pour cette opération d'enregistrement de plaintes dans les différents arrondissements de la commune, plusieurs cas se présentent avec souvent beaucoup plus de complexité. J'ai acquis un terrain avec un monsieur, mais il se trouve que ce monsieur a été attributaire suite à une rectification. Et du coup, le premier attributaire a porté l'affaire en justice, qu'il a finalement remporté. Et donc, du coup, moi qui ai acquis la parcelle, je n'ai plus de terrain en question.
Mais c'est la mairie qui est le premier responsable pour moi. Justement, selon le président national de la commission ad hoc d'appurement du passif pour les fonciers, sa structure a enquêté sur les cas préoccupants durant la période de 1995 à 2015 dans les régions qui ont enregistré diverses difficultés suite à des lotissements. La commission d'enquête parlementaire n'a pas pu recenser tous les problèmes parce qu'elle n'avait pas le temps, etc., etc. Donc l'occasion est donnée aujourd'hui aux populations, pendant le mois d'août, de venir déposer leurs requêtes manuscrites ou saisies avec à la clé des propositions de solutions pour résoudre les problèmes. L'opération n'est pas pour attribuer des parcelles à la clé. Selon Salifou Kaboré, le travail dans les commissions au niveau des arrondissements se déroule normalement et l'enregistrement des plaintes se poursuivra jusqu'au 30 août prochain. Et puis des nouvelles de la campagne agricole dans la région du centre-nord. On espère bien que la pluie de ce matin est arrivée dans la région. Sinon, la situation est inquiétante il y a quelques jours. La région connaît une sécheresse. Le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouedraogo, était vendredi dans la localité pour s'enquérir de la situation. Tanga Robert Kafando. Nous sommes à Nesemtenga, un village de la commune de Boussouma dans le Sanmatenga. Ici, le groupement des femmes du village expérimente 3 variétés de haricots, le komkalé, le tilégré et le nafi selon l'appellation locale. Et nous avons encouragé ces femmes à aller de l'avant. Elles font de l'agriculture test avec plusieurs variétés. Et non loin de là, c'est le champ de 4 hectares de Oumarou Sawadougou où il exploite du riz, du maïs, du mil et autres spéculations. Il a essayé de mettre en pratique toutes les technologies qui lui permettraient de mobiliser la ressource en eau. Il a un bassin de captage. Et c'est avec enthousiasme que les producteurs accueillent le ministre en charge de l'agriculture, mais aussi et surtout avec inquiétude. La dernière goutte de pluie dans cette zone date de 2 semaines. Sur ces 2 sites, nous constatons le manque d'eau. Il y a un stress hydrique très prononcé. Et nous prions Dieu que ça s'arrête là, pour qu'il y ait une bonne pluviométrie cette année, parce que les producteurs se donnent à cœur dans ce qu'ils font. Jacob Ouedraogo a également visité d'autres sites comme le champ d'arachide du producteur sémencier Kassoum Ouedraogo et le centre d'étuvage du riz de Louda. Un centre qui emploie plus de 120 femmes et à chaque passage du ministre, ce sont des mots mais aussi des gestes d'encouragement. Le secteur agricole dans la région du centre-nord, déjà classé déficitaire, est confronté à un autre problème, la migration de la main-d'œuvre vers l'orpaillage. Dans la province de Banwa, nous sommes dans la boucle du Mouhoun. La situation de la campagne agricole n'est guère inquiétante. C'est plutôt la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs qui angoisse. Malgré les sensibilisations menées en collaboration avec les différentes collectivités locales et les communautés villageoises, les conflits sont récurrents dans cette localité au risque de compromettre la quiétude des communautés, et les principales causes sont entre autres des dégâts dans les champs causés par les animaux. Que font les autorités et les communautés pour endiguer le mal? On essaie de comprendre avec Karim Ouedraogo. Agriculture et élevage, 2 secteurs porteurs au Burkina Faso, mais qui restent menés par des conflits récurrents ici dans les Banwa, et les raisons sont diverses. Agriculteurs et éleveurs se jettent la balle. Au début de la saison hivernale, on a sémé. Et pendant ce temps, les animaux étaient en divagation. Donc c'est compliqué parce que l'animal va là où il peut gagner à brouter. Et ça crée souvent des conflits entre nous. Il n'y a pas d'espace pour envoyer paître des bœufs. Là où sont les bœufs, c'est un champ. Le propriétaire va cultiver d'ici là. Même dans les aires de pâturage, on nous chasse pour installer des champs. Ça devient très compliqué pour nous. J'ai déjà payé 85 000 francs, 100 000 francs à des agriculteurs pour dégâts causés. Mais après une longue négociation. Cet éleveur a plus de 60 têtes de bœufs. L'occupation des pistes à bétail, des aires de pâturage et les abords de points d'eau, le mauvais gardiennage des animaux occasionnant les dégâts dans les champs
Les empoisonnements et les abattages de certains animaux sont entre autres les causes des conflits. Et dans la plupart des cas, une résolution à l'amiable est prioritaire afin d'éviter les fractures sociales. L'idéal est quand il y a des cas, on demande à ce que les deux parties s'asseyent, discutent, ils dialoguent autour en tout cas de la question pour trouver des solutions à l'amiable. Une solution trouvée à l'amiable, c'est une solution durable. Et ça va participer vraiment à une cohésion sociale et pour le bonheur de tous. L'intensification agricole et de l'élevage reste une solution incontournable à ces conflits. Il y a des villages, j'ai vu le cas de Kumbia, qui a pu élaborer une charte foncière. Il faut qu'on arrive à ça. Dans chaque village, qu'il y ait une charte foncière, que les communautés s'asseyent, parlent le même langage et planifient l'exploitation des ressources naturelles dans le temps et dans l'espace. Et à côté de ça, il faut que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'élevage, qu'on tend vers l'intensification. J'ai 2000 têtes, j'ai 500 têtes. Pendant qu'il n'y a pas d'espace, la gestion devient compliquée, source de conflits. Solenzo, Kouka et Tansila sont les localités où les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont fréquents. Comment aiguiser au mieux l'esprit critique des journalistes pour mieux suivre la mise en œuvre du PNDS, le Présimètre, la plateforme de redevabilité des organisations de la société civile burkinabé? La question taraude l'UNALPHA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Burkina, qui vient d'achever une formation sur le sujet. Des détails avec Kadissa Nogo. Renforcer les connaissances des journalistes sur le Programme national de développement économique et social, PNDS, et le Présimètre. Quel est l'objectif de cet atelier de formation? Les journalistes venus des 13 régions du Burkina vont au cours de cette rencontre aborder plusieurs modules. Le PNDS comme plat d'entrée et puis donc la plateforme en elle-même. La plateforme en elle-même, en ce sens que nous allons essayer de voir quelles sont les implications, les impacts qu'il peut y avoir au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau genre. Le Présimètre est un programme qui vise l'appropriation citoyenne des politiques publiques par le citoyen. Et qui mieux que les journalistes, qui mieux que les acteurs des médias et de la presse pour porter ce message et pour permettre aux citoyens, dans les langues locales, à travers les canaux qui sont offerts par la radio, par la presse écrite, par les réseaux sociaux, de savoir d'abord ce qui se passe, de connaître les ratios d'implémentation des politiques d'éducation, de santé, de sécurité alimentaire, de sécurité des personnes et des biens, d'eau et d'assainissement. Les participants à cet atelier comptent organiser des émissions à l'issue de cette formation pour mieux éclairer la population. La perspective, c'est de produire des émissions, d'apporter des éclaircissements sur les Présimètres et surtout ce qui est comme information pour pouvoir éclairer nos citoyens à la base. C'est au total 60 journalistes qui vont bénéficier de cette formation de 6 jours. Et puis pour l'intégration sous-régionale, les clubs UNESCO s'engagent. Ils viennent de lancer ce 19 août à Ouagadougou un festival pour contribuer à ce panafricanisme, mais aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable. Draman Guéné. Un sketch pour démarrer les activités du FESCOAO 2017. Le festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Cette 14e édition regroupe environ 400 étudiants venus de l'espace CEDEAO. Ensemble, ils vont réfléchir à la promotion de l'intégration sous-régionale et à la culture de la paix. Les clubs UNESCO, c'est pour prôner la paix partout dans le monde. Et tout à l'heure, dans le sketch, à la fin surtout, on a vu des mots comme paix, on a vu des mots comme dignité. Donc c'est pour faire passer le message de la dignité au niveau de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui sait se prendre en charge, cette jeunesse-là qui sait ce qu'elle cherche et non pas cette jeunesse qui se prête à ces activités, à ces attentats-là. C'est sous le thème « Rôle et responsabilité des jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable dans l'espace CEDEAO » que se tient ce festival panafricain. Un thème qui montre à souhait l'engagement de ces jeunes à contribuer au développement durable de l'Afrique. Ils contribuent significativement à apaiser, à ramener la sérénité au sein des campus, à travers en tout cas le dialogue, la promotion du civisme, la promotion en tout cas de la citoyenneté. Cette édition de 2017 marque également la célébration des 30 ans du FESCOAO.
Jusqu'au 28 août prochain, le festival sera à la fois un cadre de discussion, mais également d'activités socio-économiques. La 13e édition de la foire des chenilles de Karité, communément appelée Chitoumou, a refermé ses portes ce 20 août à Bobo-Dioulasso plutôt. Une édition qui se déroule dans un contexte de deuil au Burkina. Pas étonnant que la clientèle ne soit pas au rendez-vous cette année. Kadouro Menki. Mamina Sanou est vendeuse de chenilles de Karité, couramment appelée Chitoumou. Elle est lauréate du Chitoumou d'or édition 2006. Cette année, notre exposante est encore présente à la 13e édition de la foire des chenilles. Une 13e édition qui se déroule dans un contexte de morosité économique due à la situation nationale. À cause de l'attaque terroriste, la clientèle n'afflue pas cette année. Sinon, dans les années antérieures, les gens venaient même de Ouagadougou acheter les chenilles. Je me lève très tôt, souvent à 4 heures du matin, pour aller chercher les chenilles en brousse. Après le ramassage, il faut les laver proprement et les faire bouillir avec de la potasse, puis on les expose pour la vente. Les chenilles entrent dans la préparation de divers mets. Les chenilles peuvent accompagner la crudité et la salade. Nous faisons du couscous de chenilles, faro de chenilles et même de la soupe. C'est très bon. Hein? Ah ben ce voilà. Des biscuits faits à base de chenilles. Oui, à 100%. J'ai visité la foire à base de chenilles. J'ai vu des chenilles faites aussi à base de la soupe, genre soupe là. J'ai goûté beaucoup de menus à base de chenilles quoi. En tout cas, c'est très bon. Selon les spécialistes, les chenilles constituent un aliment à grande valeur nutritive. Un aliment qui se taille de plus en plus une place de choix dans le commerce local, national et même international. À l'étranger, au Nigeria, après une absence de la scène de plus de 3 mois, le président Muhammadu Buhari s'adresse à ses compatriotes. Il revient sur la question de l'unité du pays et qui, de son avis, est non négociable. Une allocution courte, mais aussi surtout marquée par des questions de sécurité. Regardez. 2 jours après son retour au Bercail, au terme d'un long séjour médical en Grande-Bretagne, le président nigérian s'est adressé à ses concitoyens par le biais d'un message à la télévision. Muhammadu Buhari a notamment fustigé les appels lancés par des séparatistes. J'ai été sidéré de constater que certains commentaires, en particulier sur les réseaux sociaux, ont traversé nos lignes rouges nationales en osant remettre en question notre existence collective en tant que nation. Ils sont allés trop loin. Pour le président nigérian, par ailleurs, l'unité de son pays est intangible. L'unité du Nigeria est non négociable. Nous ne permettrons pas aux éléments irresponsables de provoquer des situations critiques. Quand les choses s'enveniment, ils fuient et laissent aux autres le soin de ramener l'ordre si nécessaire avec leur sang. Pendant son séjour médical, des rumeurs sur son état de santé alimentaient les conversations. Des langues avaient même ouvertement appelé à la démission du président, dont la nature de la maladie reste un mystère, voire un secret d'État. En France, le rôle de Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'État français, est désormais connu. L'Élysée vient de publier ce lundi la charte de transparence relative au statut du conjoint du chef de l'État. À présent, le rôle, les thèmes d'action et les moyens attribués à Brigitte Macron sont clairement définis. En Irak, les forces armées soutenues par la coalition internationale. Pas de rémunération ni de budget pour Brigitte Macron. L'Élysée a publié ce lundi sa charte de transparence sur le statut de la première dame française. Elle sera épaulée de 2 assistants et d'un secrétariat financé sur le budget de la présidence. Le président pourra charger son épouse de missions qui seront rendues publiques, tout comme l'agenda et le bilan de ses actions.
Des actions qui pourront être menées dans les domaines de l'environnement, de l'enfance, du handicap ou encore de la culture. Brigitte Macron reste bien sûr en charge de représenter la France aux côtés de son mari. C'est une première en France. Le candidat Macron avait souhaité mettre fin à l'hypocrisie française sur le rôle de la première dame, jusqu'ici informelle et parfois opaque. L'annonce avait fait grincer des dents. Une pétition pour le statu quo a réuni plus de 300 000 signatures. L'Élysée qui a donc refusé de faire passer une loi parle ici d'un engagement qui ne concernera pas les successeurs de Brigitte Macron. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Assa Alaf Kaye. C'est par cette formule Mouaga des messagers des mauvais jours que l'observateur Palga annonce la disparition de Salifou Diallo, mort dans un hôtel parisien. Nul n'est irremplaçable, mais ce Salif-là va manquer à son parti, à l'Assemblée nationale et à l'État. De l'homme, on pourrait retenir l'image d'un grand bosseur, d'une bête politique au sens de l'anticipation inégalable, crainte et respectée à la fois. Avec sa mort, il fait des orphelins et pas des moindres. Lui qui avait le culot de rappeler à la raison ceux qui réclamaient le beurre et l'argent du beurre. On l'aimait, on ne l'aimait pas, mais il était entier. Adieu Gorba, écrit Sidoya. L'homme qui ne recule devant rien et qui dit tout haut ce qu'il pense s'en est allé. Le MPP a perdu un meneur d'hommes. Le président du Faso, un de ses appuis. Le Burkina Faso a perdu un grand homme, un de ses remparts vient de céder. Et c'est là qu'il y a danger, car la disparition de Salifou Diallo peut être catastrophique si les Burkinabés ne prennent pas conscience des menaces auxquelles le pays est confronté. Trêve de polémique. Pour le pays, Salifou Diallo n'était pas un yes man, un béni oui-oui. Il osait désigner le chat par son nom. Pour autant, l'homme emporte avec lui des secrets à la tombe, mentionne aujourd'hui au Faso. Des secrets sur bon nombre d'événements de l'histoire du Burkina Faso. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.